Un besoin de clarification du concept de rétablissement ayant été identifié, le chapitre s'appuie sur la définition de 4 types de rétablissement. Le rétablissement physique, avec un retour à une condition normale, se rétablir d'un traumatisme, un acte ou un processus, se rétablir d'addiction, quelque chose de gagné ou de restauré, se rétablir en santé mentale, obtenir des substances utilisables à partir de sources inutilisables. Processus personnel à distinguer de la guérison. Le rétablissement implique une reconstruction identitaire au-delà de la disparition des symptômes. Ce cheminement évolutif ouvre une voie pour mener une vie qui a du sens malgré des troubles persistants. Redéfinir son identité en prenant en compte la maladie, surmonter les préjugés, s'impliquer dans des activités faisant pleinement sens participe à une nouvelle compréhension de soi. Cette dynamique n'exclut pas les rechutes possibles et les ajustements sont constants. Ni résultat final, ni retour à un état antérieur, le rétablissement est décrit comme une expérience, une attitude, un mode de vie. Il implique un développement des capacités individuelles, retrouver une vie gratifiante malgré les limites imposées par le trouble, suppose de mobiliser ses forces internes et ses ressources. La maladie devenue périphérique perd progressivement son emprise. Le développement de nouveaux objectifs permet de gagner en autonomie, en espoir et pouvoir d'agir. Ainsi, le défi du handicap psychique peut se surmonter en affrontant les effets dévastateurs de la discrimination. Cependant, l'injonction à se rétablir risquerait d'exercer une pression sur les âgés. S'il devient un objectif mesurable centré sur la stabilisation, on glisse d'un processus subjectif à un outil de gestion où le patient reste objet de soins plutôt qu'acteur. Se rétablir est toujours un chemin de résilience très singulier. Il s'agit d'encourager ce concept sans l'imposer, en tenant compte du caractère unique de chaque parcours. Le mouvement des âgés et des survivants de la psychiatrie considère la maladie comme un aspect parmi d'autres d'une personne dans son entièreté. Ne se résumant pas à une transformation individuelle, le rétablissement est aussi contextuel. Ce changement de paradigme est une question de droit et de citoyenneté qui exige une évolution profonde des pratiques cliniques au risque de n'être qu'un nouveau vin dans de vieilles bouteilles. Euh, Pour nous, ce chapitre évoque également les différents modèles du handicap. Modèle de la charité, modèle médical, modèle social, modèle basé sur les droits. Ces modèles sont expliqués par l'Organisation mondiale de la santé dans une formation sur les droits des personnes handicapées avec l'exemple de la situation d'un mécanicien diagnostiqué schizophrène. Dans le modèle de la charité, le discours est le suivant. Il ne pourra jamais s'en sortir sur le marché du travail. On peut lui trouver une place dans un cadre du travail protégé comme jardinier. Le modèle médical nous dit il devra prendre des médicaments à long terme, ce qui aura un impact sur les possibilités de travailler comme mécanicien. Le modèle social, dont nous parlait Larry Davidson, nous propose un autre point de vue. Il est nécessaire d'éduquer afin de changer les attitudes des employeurs pour qu'ils fournissent les aménagements nécessaires à l'exercice de la profession choisie. Il y a également le modèle basé sur les droits qui signifie les attitudes discriminatoires des employeurs doivent être prohibées et sanctionnées lorsqu'elles se produisent. Cet homme a le droit d'être employé sur un pied d'égalité avec les autres et de bénéficier d'aménagements raisonnables sur son lieu de travail. Nous trouvons que le rétablissement peut être à la fois une inspiration et une contrainte. En fait, en surinvestissant l'idée du rétablissement, on prend le risque d'induire un parcours alors qu'il se construit en fonction des choix de chacun. Le rétablissement est un chemin personnel. On peut accompagner la personne, mais on ne peut pas la rétablir. C'est à elle d'avancer. Moi, dans mon travail de père aidante, j'emploie souvent la métaphore d'une personne qui court sur une piste de course. Elle peut avoir son coach sportif, qui représenterait son médecin, de bonnes baskets, qui représenteraient ses traitements, une bouteille d'eau, qui représenterait une bonne hygiène de vie,
et du supporter qui représenterait son entourage et ou des personnes ressources. Mais si elle ne se met pas à courir d'elle-même, elle ne va pas avancer. Personne ne peut le faire à sa place. Sur le plan personnel, j'ai bien parcouru. Les traitements médicamenteux et thérapeutiques m'ont aidé et les accompagnements, mais c'est moi qui ai dû me lever tous les jours et apprivoiser mon trouble. J'ai été accompagnée, mais c'est moi qui ai avancé toute seule. Pour une personne concernée, la liste des aspects convergents nécessaires au rétablissement peut faire peur et sonner comme une injonction. Et cette liste d'injonctions est parfois un argument des opposants au mouvement du rétablissement. Cependant, pour avancer sur son chemin, il faut d'abord savoir qu'il existe. C'est l'espoir qui fait toute la différence. C'est une notion clé du rétablissement. Nous avons trouvé cette dernière phrase lors du réflexion du collectif. Nous proposons également d'autres verbatims de notre collectif pluriel. L'important, ce n'est pas d'arriver au bout du chemin, c'est le voyage. Le rétablissement, c'est une jolie perspective, plutôt que seulement dire que ce ne sera jamais comme avant. Le rétablissement, c'est un parcours pour aller vers le mieux-être. Le rétablissement, c'est le travail de la personne. Et on ne peut pas rétablir une personne, on ne peut que se rétablir. Il y a également eu les citations suivantes. Il ne faut pas négliger les conséquences sociales du trouble. Quand on vit dans un logement insalubre, sans les moyens de vivre et de faire des activités, ce n'est pas propice au rétablissement. Le plus handicapant parfois, c'est la société. Être citoyen, c'est s'engager à déstigmatiser le trouble psychique. Sur le plan personnel, je trouve que parfois la stigmatisation des autres a été plus handicapante dans mon parcours que mon trouble lui-même. J'ai eu par exemple des personnes qui m'ont demandé si j'avais pas peur que mes médicaments changent ma personnalité. Et quelqu'un m'avait demandé si j'aurais avorté, si jamais c'était possible de dépister pour la bipolarité avant la naissance et que les médecins voyaient que mon enfant était concerné. Ce qui était assez violent pour moi. Si ma mère avait avorté pour cette raison, moi je ne serais pas là, mais moi je suis contente d'être là. C'est bien de parler avec d'autres personnes pour déstigmatiser, comme je fais avec le projet de la bibliothèque de livres vivantes que je co-porte, mais ce n'est pas donné à tout le monde de faire ceci, car on peut malheureusement perdre des amis ou même son travail par la stigmatisation. Moi, de par mon poste, les gens que je rencontre savent que j'ai un trouble dès que je parle de mon métier. J'ai déjà vu que ça met certaines personnes mal à l'aise, mais je me dis aussi que ça permet un peu de faire le tri. Si les personnes réagissent mal, ce ne sont pas le genre de personnes que je veux dans ma vie. Par la suite, nous allons employer 2 métaphores de fleurs pour parler de rétablissement. La première appartient à Patricia Degan, psychologue, chercheuse et militante concernant le handicap et également porteuse du trouble schizophrénique. La fleur de Patricia se base sur son propre expérience et est représentée par une série de 3 pâquerettes. La première représente Patricia avant son diagnostic de schizophrénie. Elle se considère comme Patricia, ce qui est écrit au milieu, avec plein de pétales ou des aspects de sa vie, tels son travail, une pétale, sa famille, une autre pétale, ses amis, une autre pétale, ses croyances, etc., etc. La deuxième fleur représente Patricia quand elle a reçu son diagnostic. Au milieu, ce n'est plus écrit Patricia, c'est écrit schizophrène. Et tous les pétales sont un peu envolés pour représenter le fait qu'elle avait l'impression de ne plus maîtriser ces aspects de sa vie. Et la troisième fleur a eu lieu une fois que Patricia a commencé son parcours de rétablissement. Au milieu, c'est réécrit Patricia et elle a retrouvé les différents aspects de sa vie, travail, famille, amis, etc.
avec l'ajout d'un pétale qui représente son trouble où elle a marqué vulnérabilité. Selon la personne, on peut marquer vulnérabilité, trouble, etc. Ceci démontre que le rétablissement est une question identitaire et implique une évolution personnelle. Moi, je me vois dans la troisième fleur, d'où mon choix de langage. Je dis toujours que j'ai un trouble bipolaire et pas je suis bipolaire. Car mon trouble n'est qu'une pétale dans ma vie et pas la partie centrale. Je suis Freya au-dessus de tout. Alors, notre deuxième citation au sujet des fleurs et des plantes est celle d'un auteur de la fin du XXe siècle, Paulo Amaro, connu pour ses aphorismes. Il dit: quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement dans lequel elle pousse, pas la fleur. Concernant le rétablissement, cette approche nous mène à prendre en compte dans l'accompagnement les besoins de la personne nécessaires à son équilibre et aussi à rechercher l'environnement qui lui est propice. En tant que collectif nommé pluriel, nous souhaitons souligner que le rétablissement est singulier. Cela implique qu'il est compliqué à quantifier ou à mesurer, sauf auto-évaluation, et que le caractère personnel et unique de ce processus fait qu'il est délicat de faire des généralités. Donc, nous nous appuyons sur des points communs. Mais nous soulignons l'intérêt de la typologie proposée par Larry Davidson. Ainsi, pour répondre à la question en titre de ce chapitre, le rétablissement d'une maladie mentale sévère, un nouveau vin ou juste une nouvelle bouteille, voilà quelques pistes de réflexion du collectif pluriel. Nous avons toujours eu ce vin, mais c'est seulement tardivement qu'on l'a étiqueté. Pour dire que le rétablissement a toujours existé, mais il a été nommé et conceptualisé plus tardivement. Tout dépend de la façon dont on prend soin de la vigne et la cultive. L'attention aux besoins des personnes et un accompagnement personnalisé font partie intégrante des soins orientés rétablissement. Le goût se forme par l'expérience. Nos papilles doivent s'habituer. C'est comme cela que l'on apprend à distinguer un bon vin d'un mauvais. Pour dire que le rétablissement et la compréhension de ce dernier viennent avec le temps et l'expérience. On y devient sensibilisé et on apprend à différencier ce qui est et ce qui n'est pas le rétablissement. Parfois, pour vendre un bon vin, il est nécessaire de le mettre dans une jolie bouteille. C'est-à-dire que pour donner à la fois aux personnes l'envie de se rétablir et aux professionnels l'envie d'accompagner le rétablissement, il est important d'en parler joliment. Et finalement, le vigneron est plus apte à parler de son vin que l'œnologue ou le sommelier. Pour dire que les personnes concernées par le rétablissement, comme Larry Davidson, sont plus aptes à en parler que les personnes avec un point de vue purement théorique.